7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Benoît Hamon, ancien ministre et candidat à la primaire de la gauche. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. Je précise que vous êtes en direct du bureau RTL de Toulouse. Vous étiez en campagne hier soir. Ça ne vous a pas empêché de regarder l'allocution de François Hollande que vous avez aidé à faire élire en 2012. Vous avez été son ministre, vous le connaissez bien. D'abord, est-ce que vous l'aviez déjà vu aussi ému ? Grave, on l'avait vu après les attentats. Là, il y a effectivement une forme de gravité et d'émotion liée à une décision qui est une décision rare, celle d'un président de la République dans la 5e, de ne pas se représenter. Oui, j'ai senti, comme j'imagine les millions de Français qui l'ont regardé, l'émotion qui était la sienne. Il semblait accablé. C'était une décision extrêmement difficile là qu'il annonçait, presque surhumaine pour un président sortant. Écoutez, il a utilisé les mots qui étaient les siens et qui m'apparaissent justes. Il a parlé d'humilité face à l'exercice du pouvoir, mais surtout de lucidité. Et la lucidité, c'était de reconnaître qu'aujourd'hui, il ne peut pas, il ne peut plus peut-être, rassembler sa propre famille politique. Et devant cette situation, il a fait ce que l'on observe rarement dans la 5e République, surtout pour un locataire de l'Élysée, c'est considérer que s'il est en échec, cela justifie de passer la main. Qu'est-ce qui a pesé, Benoît Hamon, à votre avis, le plus ? La peur de perdre la primaire pour un président ? Écoutez, je crois pas que ce soit... C'est une multitude d'arguments. François Hollande est trop politique pour ne pas voir qu'au cœur de son électorat, la déception sur les questions sociales, parce que les socialistes sont attendus sur le social, la déception était trop forte et que au mécontentement s'y ajoutait une forme de colère. Et je crois que quand on arrive à cette étape où, quoi qu'on dise, on n'arrive plus à convaincre, il vaut mieux passer la main. Et il a fait ce choix, mais qu'il honore dans le sens où la plupart des responsables politiques pensent que quand ils sont impopulaires, c'est parce que les Français ne comprennent pas bien ce qu'ils font. Là, en l'occurrence, je pense qu'il a analysé que les Français avaient parfaitement compris ce qui se passait et que leur choix était donc un choix définitif. Oui. Encore une fois, un petit mot quand même sur la nature de cette décision. Vous dites ça l'honore. Il y a du courage dans ce renoncement ? Écoutez, je vous dis, la 5e République, l'Élysée, c'est terrible. Ça en a rendu fou quelques-uns, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on reste dans le déni, on est persuadé qu'on a la solution, d'ailleurs qu'on est la solution en soi, et ça amène à nier l'évidence. On l'a vu dans une multiples occasions, et c'est pour ça que je considère qu'il y a une forme, oui, de lucidité, de courage à prendre cette décision. En même temps, je la juge bienvenue. Je la juge bienvenue parce qu'elle permet dans la primaire de gauche, d'avoir une discussion sur ce que devra être la gauche dans les années à venir. Et c'est ce qui me paraît être le plus important. On va y venir, mais est-ce qu'il n'a pas été poussé dehors par sa propre famille, par son propre camp, par vous, par exemple, qui avez critiqué son mandat depuis votre sortie du gouvernement, par les frondeurs auxquels vous appartenez ? Écoutez, Elisabeth Martichoux, moi j'ai quitté le gouvernement sur un désaccord politique. Un désaccord politique, ça s'assume. Et je l'ai assumé pleinement. Et il y en a d'autres qui sont restés au gouvernement et qui n'avaient aucun désaccord politique, sont partis comme Emmanuel Macron, ont joué des coudes comme Manuel Valls. Si vous voulez, moi je considère que partir et assumer ces désaccords, ce n'est pas exactement de la même nature que ce qui s'est passé depuis 6 mois. C'est-à-dire ? Qu'on joue des coudes et qu'on considère que François Hollande n'est pas... écoute, c'est marrant que vous le disiez pendant 15 jours et que vous soyez plus capable de le lire maintenant. C'est quand même vous qui avez quand même observé que pendant 15 jours, il y avait un jeu dans l'exécutif qui le déstabilisait dans une période qui est une période où spéciale. La France continue à vivre des crises et au sommet de l'exécutif, il semblait qu'il y avait une compétition à haute intensité. Alors celui qui a tué François Hollande, c'est ce que vous nous dites, c'est pas vous qui démissionnez, c'est pas Arnaud Montebourg, c'est Manuel Valls. Certains estiment qu'il lui a fait un chantage. Elisabeth Martichoux, personne n'a tué François Hollande. Arrêtez avec ces formules. On est aujourd'hui dans une situation où le président de la République, à raison de la politique qu'il a faite et de la manière dont les gens le perçoivent, décide de ne pas se représenter. Il y a personne qui est avec une arme qui décide de tuer qui que ce soit. Donc on arrête d'utiliser ces formules. Il y a un choix politique qui procède d'abord d'une analyse de ce qui se passe. Ce sont les électeurs qui votent, ce sont les électeurs qui vivent le travail, ce sont les électeurs qui vivent la pauvreté ou les inégalités. Personne n'a tué François Hollande, mais vous nous dites que Manuel Valls a joué des coudes depuis 6 mois pour dire pousse-toi là que je m'y mette, c'est ça. Est-ce que, comme certains, vous estimez que le Premier ministre a, dans les dernières heures, pour arracher cette décision, fait un chantage à la démission, par exemple ?
Je l'ignore et à vrai dire, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, je suis candidat à la primaire, pardon de le dire, et pas commentateur politique, et je me tourne vers l'avenir. Moi, je défends des idées, je les mets en débat depuis longtemps, et avant même que cette primaire soit annoncée. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que sera la gauche pour les 5 et les 10 ans qui viennent. Le Premier ministre a théorisé les gauches irréconciliables, c'est-à-dire l'impossibilité pour celles-ci de se retrouver pour conquérir et exercer le pouvoir. J'y vois là une menace pour la gauche, une menace d'extinction si on continuait à penser qu'on ne peut plus se retrouver. Moi, il me semble que face à une droite totale, celle de François Fillon, il faut incarner une gauche totale. Totale, ça ne veut pas dire radicale, ça veut dire qu'on doit faire la synthèse entre l'aspiration à transformer profondément la société et l'aspiration à gouverner. Les choses sont plus claires maintenant. Alors d'abord, revenons sur Manuel Valls. Il ne l'a pas désigné hier dans son allocution, François Hollande. Il l'a cité une fois, mais au même titre que Jean-Marc Ayrault, c'est tout. Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'il va rester neutre, le chef de l'État, face à la primaire de la gauche? Écoutez, il est président de la République, il a une opinion, je ne sais pas s'il l'exprimera, je pense qu'il préférera rester en retrait vu le choix qu'il a fait et se consacrer pendant les 5 derniers mois ou 6 derniers mois de son mandat totalement à sa tâche. Donc là encore, vous me demandez d'être devin, je ne le suis pas. Non, mais alors encore une petite question quand même. Manuel Valls, candidat, peut-il rester à Matignon ou doit-il démissionner? C'est toujours mieux de faire campagne sans qu'il y ait de critiques qui se portent sur vous, sur le mélange des genres, l'utilisation des fonds publics à des fins plus ou moins électorales. Donc moi j'avais dit que quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il aurait dû démissionner. En tout cas, on poussait à cela. Je trouve que c'est toujours mieux la transparence. Voilà. Donc à titre personnel, je pense que c'est mieux la transparence. Est-ce qu'il serait en infraction s'il le faisait en restant à Matignon? Peut-être pas, mais voilà, je préfère la transparence. Qu'est-ce que ça change la primaire sans François Hollande? C'est pas la même? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, ça change pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne change pas. Ça ne changera pas les thèmes que je développe. C'est pas plus clair. Il y a pas. Alors là, encore plus clairement, la ligne de la gauche, et puis la ligne de la droite du PS. C'est pas encore plus visible les différences? Peut-être parce que surtout cette primaire dira désormais avec des hommes qui appartiennent à la même génération ce que sera la gauche pendant les 5 à 10 ans qui viennent. Ce que nous allons trancher, c'est pas rien. Hein. C'est savoir est-ce que le Parti socialiste et ses amis se situent toujours au centre de gravité de la gauche ou est-ce qu'ils se déportent progressivement vers une préférence au centre. Une préférence au centre qu'a parfaitement incarné Manuel Valls puisqu'il l'a lui-même théorisé. Je pense que cette issue est totalement vaine. C'est surtout qu'elle nous détourne de ce qui devrait être l'objet de la gauche. La gauche, elle vise la justice sociale, l'égalité. Et avec des solutions qui sont des solutions qu'on emprunte à nos adversaires, je ne vois pas comment nous arriverions à cet objectif. Moi, je crois que la question, par exemple, du travail est centrale, celle de la souffrance au travail, de la rémunération qu'on en tire, de la place du travail dans nos vies. Ça, ce sont vos thèmes de campagne, effectivement, que oui, vous portez d'être candidat à l'élection présidentielle et de défendre des thèmes de campagne. Mais vous avez raison, et vous allez le faire. D'ailleurs, ça sera une campagne quand même très... Bon, elle va commencer vraiment maintenant, même si... Encore une fois, on connaît maintenant, on identifie vos thèmes, mais elle va être éclair, cette campagne. 1 mois, très court. Oui, c'est la raison pour laquelle je profite de chaque seconde pour développer mes thèmes de campagne, voyez-vous. Mais oui, elle va être très courte. Mais attendez, la donne a juste un petit peu changé. Il y a eu un événement historique. Vous comprenez qu'on s'y attarde aussi. Mais je vous remercie d'être avec nous. Voilà. Mais je préfère développer mes thèmes. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut se rassembler pour aller à l'essentiel, plaide Marie-Noëlle Lienemann, qui est candidate comme vous à la primaire. Elle appelle à ce qu'il n'y ait qu'un seul représentant de la gauche face à Manuel Valls. C'est une option ? Écoutez, moi, je serai candidat, donc pourquoi pas, mais je serai candidat. Je pense que sur le revenu universel d'existence, que sur le 49.3 citoyen, sur la mise en place de politiques de prévention en matière de santé publique pour faire face à l'explosion des maladies chroniques liées aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, sur toutes ces questions-là, on a besoin aujourd'hui de parler. Moi, je ne suis pas un souverainiste, je reste farouchement européen, même si je suis attaché à ce qu'on se protège aux frontières de l'Europe. Sur tout ça, je veux développer des thèmes que je n'entends pas forcément autant. Et quand je vous ai évoqué la question du travail, c'est que j'ai l'impression que je suis un des seuls aujourd'hui à en parler. Vous le disiez tout à l'heure, finalement ça change pas grand-chose. Encore une fois, Manuel Valls qui remplace François Hollande dans la primaire, pour vous, ça ne change rien. Ce sont les mêmes, ils sont interchangeables. Non. Et
Ah non, non, pardon, je me suis mal fait comprendre, Elisabeth Martichoux. Pour moi, ça ne changera rien. Pour ce que j'en dis, ce que je pense, ça ne change rien, parce que je n'adapte pas mon programme en fonction de mes adversaires. C'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de candidats qui valorisent un certain nombre de questions en fonction de leurs adversaires. Donc moi, je veux continuer à tracer mon sillon. Et Manuel Valls, ça n'a rien à voir avec François Hollande. C'est pas du tout le même personnage, il n'a pas du tout le même tempérament. Donc là, incontestablement, pour l'aile, on va dire, droite du Parti Socialiste, ça n'est pas le même champion, non. Ça n'est pas la même limonade, comme on dit familièrement. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Vous reviendrez, bien sûr, comme vous l'avez déjà fait, pour revenir parler de vos thèmes. Merci à